Bonjour tout le monde, nous allons aujourd'hui continuer notre cours Introduction à la programmation avec le troisième intitulé Les tableaux. Donc nous allons étudier la structure de données tableau en langage C. Les différents objectifs de notre troisième chapitre sont comme suit. Donc, à travers ce chapitre, l'étudiant sera capable de, premièrement, définir un tableau à une seule dimension, deuxièmement, définir un tableau à deux dimensions, et tout au long de ce chapitre, l'étudiant sera aussi capable de manipuler les deux types de tableaux. Il existe deux types de données en algorithmique et aussi en programmation. Premièrement, les types simples tels que les entiers, les réels, etc. et aussi les caractères. Et aussi, deuxièmement, les types composés comme les tableaux, les chaînes de caractères, les enregistrements et les listes. Donc, dans notre troisième chapitre, nous allons traiter la structure composée tableau et sa manipulation en langage C. Avant de traiter les types de tableaux, il faut tout d'abord comprendre c'est quoi un tableau, la notion du tableau. Un tableau en algorithmique ou bien en programmation, en général, c'est un ensemble fini d'éléments de même type ou bien un ensemble d'éléments ordonnés où toutes les valeurs sont de même type. Ils sont stockés où? Ils sont stockés en mémoire à des adresses contiguës ou adjacentes. Donc, un tableau contient des cases. Une case, qu'est-ce qu'elle représente? Elle présente un élément du tableau qui est caractérisé par une valeur et un indice précisant sa position au sein de l'ensemble. Donc, si on a un tableau de taille N et de borne inf et de borne sup, c'est-à-dire la première case d'indice borne inf et la dernière case c'est d'indice borne sup. Donc le nombre total d'éléments du tableau c'est n qui est égal à borne sup moins borne inf plus 1. Donc l'indice début d'un tableau commence obligatoirement par 0 dans le langage C. En algorithmique, l'indice peut être 0 ou 1 selon la convention utilisée. Donc, en algorithmique, on a le choix de commencer par 1 ou 0 pour un tableau, pour la position. Mais en langage C, en général, c'est obligatoirement qu'on commence par 0. Et presque aussi dans plusieurs langages comme le Python par exemple. Donc, il y a, comme on a dit, deux types de tableaux. Tableau à une dimension, à une seule dimension, où on dit tableau unidimensionnel, et tableau à deux dimensions. Commençons par la définition et la déclaration d'un tableau à une seule dimension. Donc, un tableau est caractérisé par un nom. Le nom représente où se trouve le premier élément, c'est-à-dire l'adresse du premier élément, donc l'emplacement en mémoire. Cette adresse du premier élément, elle se nomme un pointeur. On va voir dans un autre chapitre en détail la notion de pointeur, mais il faut comprendre que le premier élément, c'est l'adresse, donc ou bien le nom, c'est l'adresse du premier élément qui est un pointeur. Donc la taille, aussi un tableau est caractérisé bien évidemment d'une taille maximale, donc représente le nombre d'éléments qu'il contient, donc n, 10, 50, on va voir des exemples. Le type qui représente le type des éléments qu'il contient le tableau ou bien dans ce tableau quel type d'éléments, et on a dit tous les éléments d'un tableau doivent être de même type, int, float, char aussi. Donc on va voir quelques exemples. Prenons un exemple, donc soit un tableau unidimensionnel à une seule dimension, c'est-à-dire à 5 cases par exemple. Donc le premier élément contient la valeur 66 à la première case d'indice 0. La deuxième case donc
contient la valeur 33 à l'indice 1. La troisième case comporte la valeur 75 à l'indice 2. La quatrième case contient la valeur 12 à l'indice 3 et la dernière case, la cinquième case, contient la valeur 99 à l'indice 4. Donc, une case I correspond à l'élément numéro I d'indice I-1 puisque on a dit le tableau, le premier indice du tableau c'est 0. Donc, chaque tableau commence par l'indice 0 obligatoirement. Donc, par exemple, la valeur 75 correspond à l'élément de la case 3 d'indice 2. Donc, la case I correspond à l'indice I-1. Donc, comment on déclare un tableau en langage C? Le prototype de déclaration en C est comme suit pour un tableau, bien évidemment, à une seule dimension. Type, c'est-à-dire on doit préciser le type de quoi? Le type des éléments du tableau, de quel nom? Nom tableau. Donc, on doit aussi préciser deuxièmement le nom du tableau. Entre donc crochets, on doit mettre le nombre d'éléments. Donc, on doit mettre la taille maximale d'un tableau, 50, 60, 30, 20, etc. Donc, le nombre d'éléments, c'est une constante entière positive qui représente le nombre maximal d'éléments du tableau. L'indice du premier élément, on a dit, est toujours 0. Et l'indice du dernier élément, et donc, c'est le nombre d'éléments maximal, moins 1, c'est le nombre d'éléments, la taille totale, moins 1. Donc, nous présentons quelques exemples qui déclarent des tableaux en langage C. Donc, le premier exemple, int A entre crochet 50. Donc, le commentaire ici entre en vert, c'est ces tableaux de 50 valeurs de type entier. Donc, on peut mettre un commentaire en C, soit de slash ou bien slash étoile au début, étoile slash à la fin du commentaire. Le deuxième exemple, c'est un tableau note, donc de type réel, qui contient 20 éléments, donc float note, entre crochets 20. Donc, c'est un tableau de 20 valeurs de type réel. Le troisième exemple, c'est un tableau de 15 éléments entiers. Donc, intab 15, donc entre crochets, c'est un tableau de 15 valeurs de type entier. Et à la fin, le dernier exemple, tableau de char, donc char T5, c'est-à-dire c'est un tableau de 5 valeurs de type caractère. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que c'est un tableau de char et un tableau de char, c'est une chaîne de caractères. Donc, la chaîne de caractères, c'est un cas particulier d'un tableau et on va voir les chaînes de caractères dans le chapitre 4, le chapitre suivant, que la chaîne de caractères n'est qu'un cas particulier d'un tableau, mais un tableau n'est pas un tableau de nombres, mais bien évidemment, c'est un tableau de char ou bien tableau de caractères. On va continuer avec la manipulation des tableaux à une seule dimension. Maintenant, on va parler de l'initialisation d'un élément du tableau. Donc, l'initialisation d'un élément d'un tableau à une dimension se fait comme suit. Donc, on met le nom du tableau entre crochet l'indice et l'affectation à une expression. Donc, reçoit expression, c'est-à-dire on affecte à l'élément du tableau d'indice. Donc, on affecte l'expression. Donc, l'accès à une case d'un tableau à une seule dimension est direct, il est trivial et se fait à travers le numéro d'indice, c'est-à-dire de la case correspondante. Donc, on fait l'accès de cette manière. Donc, T2I, le nom du tableau, entre crochets l'indice. Donc, T2I, par exemple, désigne le contenu de la case numéro I plus 1 du tableau T. Exemple, donc A de 3
qu'est-ce qu'elle désigne? A de 3 désigne le quatrième élément du tableau A. C'est la quatrième case, donc d'indice 3. Donc, on peut initialiser ici le A de 3, l'élément d'indice 3, la valeur 22. Donc, c'est une valeur entière. On affecte cette valeur à la troisième ou bien à la quatrième valeur d'indice 3. Donc, nous continuons avec la manipulation d'un tableau à une seule dimension. Donc, pour la lecture ou bien l'écriture des éléments d'un tableau T, donc ou bien un tableau T de n éléments, on doit utiliser bien évidemment les structures itératives ou bien répétitives ou encore les boucles vues dans le chapitre précédent. Donc, en algorithmique, pour lire les éléments d'un tableau T, pour saisir les éléments d'un tableau T de n éléments, qu'est-ce qu'on peut faire? On doit utiliser une boucle de type pour, puisqu'on connaît le nombre d'itérations à l'avance, comme on a dit dans le chapitre précédent. Donc, on peut utiliser pour. Donc, pour i de 1 à n, on a dit en algorithmique, c'est pas obligatoire de commencer par 0 ou 1. On peut choisir le 0 ou le 1 comme début d'indice d'un tableau. Donc, on peut choisir le 1 en algorithmique. Donc, si on choisit 1 comme début, la fin c'est n. Si on commence par 0, on se termine à n-1. Donc, si on choisit le début d'indice, c'est 1. Donc, pour i de 1 à n faire, qu'est-ce qu'on va faire? À chaque itération de 1 à n, on va écrire un élément. Donc, on doit entrer l'élément d'indice i et on va saisir t de i à chaque itération. Donc, on va rentrer à chaque fois dans la boucle pour faire ces deux instructions et à la fin, fin pour. Là, à la même manière, donc la traduction en langage C, on a dit en langage C, la boucle pour, c'est la boucle for. Donc for, elle contient 3 parties. Donc l'initialisation du compteur i reçoit 0. On a dit c'est obligatoire, on sait qu'on commence par 0. La condition CI inférieure strictement à n, pourquoi? Parce qu'on a commencé à 0, donc on va s'arrêter à n-1. Donc, n-1 moins 0 plus 1, on obtient un n élément. Donc, et bien sûr, incrémentation i++, après chaque exécution du traitement, la boucle for, elle s'incrémente automatiquement. Donc, à chaque itération de 0 jusqu'à n-1, qu'est-ce qu'on va faire? On va afficher avec printf un message, entrer l'élément i ou bien d'indice i, donc 0, 1, 2, 3, etc. Et après l'écriture, on va saisir avec scanf l'élément t de i. Donc, on doit mettre le format %d puisque entier ici et l'adresse de t de i. À chaque itération, on va exécuter ces deux instructions. Donc, c'est pour la lecture. Maintenant, on passe à l'écriture. À l'écriture, de même, on va utiliser la boucle pour en algorithmique de 1. Pour i de 1 à n, qu'est-ce qu'on va faire? On va écrire t de i à chaque itération de 1 jusqu'à n, ou bien de 0 jusqu'à n-1. Donc, de même en langage C, on utilise la boucle for de 0 jusqu'à n-1. Donc, la boucle termine les n itérations de 0 jusqu'à n-1. Pour faire quoi? Pour faire l'écriture avec printf. Donc, on va à chaque itération, n itération d'affichage de valeur du tableau. Donc, t de i. t de 0, t de 1, t de 2 jusqu'à t de n-1. Donc, nous pouvons citer quelques remarques importantes sur les tableaux à une seule dimension en C. Le nom d'un tableau, on a dit, c'est une adresse constante du premier élément. Donc, t égale adresse de t de 0, du premier élément d'indice 0. Un tableau ne peut pas figurer à gauche d'un opérateur d'affectation. On ne peut pas écrire t de 1 reçoit t de 2.
Donc, pour copier un tableau dans un autre, il faut passer par un parcours ou par une boucle for. Donc, dans le programme principal, dans notre fonction principale main, on va déclarer la taille du tableau, donc T1 et T2, ou bien tab 1 et tab 2 c'est N, qui est initialisé à 10, qui est une valeur constante. Après, on va déclarer deux tableaux, in tab 1 de n et tab 2 de n, c'est-à-dire deux tableaux de taille maximale n de type entier, et on déclare le compteur i, et puis on peut faire la copie élément par élément, c'est-à-dire dans une boucle for. I commence par 0 et la condition c'est i inférieur à n. On va faire à chaque itération quoi? Tab de 2 de i, donc on l'affecte dans tab de 1 de i. Donc on va copier les éléments du tableau 2 dans le tableau 1 élément par élément jusqu'à n-1, et à chaque itération, donc, la boucle for s'incrémente automatiquement. Donc, nous poursuivons les remarques sur les tableaux à une dimension avec l'initialisation d'un tableau à une seule dimension. L'initialisation d'un tableau peut se faire lors de sa déclaration par une liste de constantes de cette façon. Donc, on met le type des éléments, bien évidemment, du tableau. On met le nom du tableau et entre crochets la taille du tableau N reçoit une liste entre accolades les différentes constantes, les différentes valeurs, donc constante 1, constante 2, etc. jusqu'à N constantes. Exemple, donc on va voir des exemples d'initialisation des tableaux lors de leur déclaration. Le premier exemple consiste à un tableau d'entier qui comporte 5 éléments. Donc int tab de 5 reçoit les valeurs 10, 20, 0, 3 et 5. Donc on a déclaré un tableau de 5 cases d'entier. Le deuxième exemple, de même, on va déclarer un tableau de 5 éléments entiers, mais on a mis que les deux premières valeurs 10 et 20 et le reste des valeurs sont initialisées à 0. Donc, si on ne les met pas, donc le C, il peut les initialiser à des valeurs nulles. Le troisième exemple, donc un tableau d'éléments entiers, mais on n'a pas précisé entre les crochets la valeur de la taille du tableau, mais on a mis les valeurs, donc 10, 20, 0, 3, 5. Dans ce cas-là, la taille du tableau est déterminée par le compilateur, par le nombre de valeurs énumérées dans l'initialisation. Un autre exemple, donc int tab4 reçoit la valeur 0, c'est-à-dire on a déclaré un tableau de 4 éléments entiers et toutes les valeurs sont initialisées à la valeur nulle 0. Le dernier exemple, on définit donc une constante n à la valeur 10 avec define n10. Donc c'est une autre façon de définition ou déclaration d'une constante à part la commande const. On peut définir de cette façon dièse define n10. Donc la valeur n est une constante de valeur 10. On déclare un tableau d'entier de 5 éléments entiers. Donc, les éléments du tableau sont, leurs valeurs sont comme suit, 2 fois n-1, n-1, n plus 1 et 2 fois n plus 1. Donc, c'est-à-dire, donc, chaque élément est dépendant de la valeur n. Donc, 2 fois 10, moins 1, donc 2 fois 9. 10 moins 1, c'est 9, ainsi de suite. Donc, on passe à la partie application et implémentation avec les activités. La première activité consiste à écrire un programme en C qui permet, premièrement, la lecture et l'affichage d'un tableau de 10 éléments. Deuxièmement, donc, ce programme permet le calcul de la somme des éléments de T. Et troisièmement, la recherche du maximum et minimum du tableau T.
Donc la correction de cette première activité est comme suit. Donc on va écrire un programme en langage C. Tout d'abord on inclut ou bien on importe la librairie, la bibliothèque studio.h. On va écrire notre programme principal représenté par la fonction main, donc int main. On va ouvrir notre programme principal. La première chose dans le programme principal, on déclare nos données. Qu'est-ce qu'on va déclarer ici? Un tableau d'entier d'éléments, donc de type entier. Ce tableau contient 10 éléments, donc int t de 10. On va déclarer aussi le compteur, puisqu'on va utiliser une boucle, donc un compteur i. On va chercher la somme, le max, le min, donc on va déclarer les variables pour la somme, pour le max et pour le min. Donc, après la déclaration, on doit saisir les éléments de T, donc à travers d'une boucle for. Donc, for i initialisé à 0. La condition, c'est i inférieur à 10, puisque on va répéter ou bien saisir 10 fois les valeurs de T, donc de 0 jusqu'à 9. On va faire quoi? Afficher un message à travers printf, donner l'élément d'indice i, donc, et on va saisir à travers scanf, donc scanf %d adresse de ti. Donc, à chaque itération de 0 à 9, on va écrire le message, donner l'élément d'indice i et la saisir à travers scanf. Bien évidemment, scanf, elle demande l'adresse de l'élément t de i. Après la saisie de T, on va afficher le tableau, les différents éléments du tableau déjà saisis. De même à travers la boucle for, donc for i initialisé à 0, avec la condition i inférieure à 10 et bien évidemment avec une incrémentation d'un pas 1 par défaut i++. Après l'exécution de chaque itération, le compteur s'incrémente automatiquement. Donc à chaque itération de i égale à 0 jusqu'à i est égal à 9, on va afficher quoi? Le contenu des éléments du tableau T avec T%D égale %D. Donc, on met les formats de i et le format de T de i. Bien évidemment, le premier %D fait référence à la variable i et %D c'est pour T de i, puisque l'indice est entier et l'élément T de i c'est un entier. Après, on va calculer la somme et afficher la somme des éléments du tableau T. Donc, pour calculer la somme, on doit l'initialiser à 0, puisqu'à chaque fois on fait le parcours du tableau, on va ajouter l'élément du tableau à l'indice i. Donc, somme initialisée à la valeur 0, on va faire le parcours du tableau élément par élément, de l'indice 0 jusqu'à l'indice 9. Donc, for i égale à 0, i inférieur à 10, i++. À chaque itération de 0 jusqu'à 9, on va calculer la somme. Donc, somme reçoit somme plus t de i. Donc, à chaque fois, on va ajouter dans la variable somme la valeur de l'élément t de i. Donc, voilà, à l'itération 0, on va faire la somme de... Donc, somme devient 0 plus t de 0. À l'itération i égale à 1, somme devient somme plus t de 1. À l'itération donc d'indice de somme devient somme plus t de 2, etc. Donc, à chaque fois, la somme sera mise à jour. Et à la fin, en sortant de la boucle for, on va afficher un message et la valeur de somme. Donc, la somme de t égale à %d, puisque la somme d'entier, c'est quoi? C'est un entier. Donc, c'est %d, donc la variable somme. Donc, pour la suite de la correction de cette activité, on doit rechercher le max et le min du tableau T. Donc, on va parcourir le tableau T, on va chercher le max et aussi le min. Ce n'est pas le min ou bien le max, on va aller rechercher les deux.
Donc, pour chercher le min et le max du tableau, on doit faire le parcours. Mais avant le parcours, il faut faire une hypothèse que le max et le min soient initialisés au premier élément. C'est-à-dire, on suppose que le premier élément, c'est le min et le premier élément, c'est le max. Donc, on va initialiser max et aussi min à le premier élément d'indice 0. Donc, max reçoit min, reçoit t de 0. Donc, on a déclaré le max et le min à t de 0. Donc, on va faire le parcours du tableau du premier élément d'indice 0 jusqu'à le dernier élément d'indice n-1 qui est ici 10-1 c'est 9. Donc à chaque itération, on va tester si t de i est supérieur à max et aussi on va tester si t de i est inférieur à min. Donc if t de i supérieur à max, le maximum devient lui-même t de i. Donc on affecte de i à la variable max, c'est-à-dire on fait la mise à jour du maximum. Si maintenant if t de i inférieur à min, donc dans ce cas-là, le min devient t de i. Donc ici, on cherche à chaque itération de 0 jusqu'à 9. Donc on fait le parcours élément par élément pour chercher le max et chercher le min. Si l'élément est supérieur au max, on va faire le mise à jour de max à t de i. Si le t de i inférieur à min, le min devient lui-même le min et ainsi de suite jusqu'à trouver la valeur minimale et la valeur maximale. Et à la fin, en sortant de la boucle, on va voir on va afficher le max et le min, donc avec un message, le max de t égale à %d, donc on met le format, et le min de t égale à %d, puisque le max et min sont des entiers, donc max et min, et on a cherché de cette façon le max et le min. Deuxième activité, on va écrire un programme C permettant de premièrement remplir et afficher un tableau de notes de dimension n. La valeur de n doit être comprise entre 1 et 50, donc la taille maximale est 50 pour le tableau de notes. Avec note, la valeur de note est entre 0 et 20, bien évidemment. Deuxièmement, ce programme doit afficher la moyenne des notes. On suppose que les notes ont le même coefficient. Et troisièmement, ce programme doit afficher dans un deuxième tableau les notes qui sont strictement inférieures à 10 et dans un troisième tableau les notes qui sont strictement supérieures à 10. Donc, on va corriger notre activité, notre deuxième activité. Donc, on va écrire notre programme. Après l'inclusion ou bien l'importation de la librairie studio.h, on va écrire notre programme principal, notre main. Donc, dans main, on va déclarer tout d'abord les différentes données. On a ici plusieurs données, bien évidemment. Int i et n, donc on a déclaré deux entiers, i pour le compteur de boucle et n c'est la taille du tableau. Donc on va déclarer un tableau tab donc de float, de réel puisque les notes sont de type réel, de taille maximale 50 puisque n doit être comprise entre 1 et 50. De même, on déclare deux autres tableaux puisqu'on va mettre dans un tableau, un deuxième tableau les valeurs qui sont strictement inférieures à 10 et dans un troisième tableau les notes qui sont strictement supérieures à 10. Donc, on peut déclarer T sup, donc de table, un table de 50 valeurs en maximum, de notes réelles, donc float T sup de 50. De même pour T-inf pour mettre les valeurs qui sont strictement inférieures à 10. De même, c'est de type, les éléments sont de type float, donc float T-inf de taille maximale 50.
Et on va, puisque on va déclarer une somme S initialisée à 0, somme float, de même de type float, puisque les éléments sont les notes de type réel, donc la somme de réel est un réel, et on l'initialise à 0. Donc, puisqu'on va calculer la moyenne, donc bien sûr, la somme, c'est pour calculer la moyenne. Donc, la moyenne est de type float aussi. On a déclaré les tableaux, mais on va parcourir les tableaux, ces deux nouveaux tableaux pour mettre dans ces nouveaux tableaux les différents éléments. Donc, on a besoin des indices pour le T sup et T inf, c'est pour ça qu'on déclare deux autres entiers, pose sup et pose inf, et on les initialise à 0, 0. Après la déclaration de différentes données, on doit saisir la taille du tableau. Donc, on a une condition que n doit être comprise entre 1 et 50. Donc, pour saisir la taille du tableau, on doit utiliser ici la boucle do while. Pourquoi? Parce qu'on doit au moins saisir la taille du tableau au moins une seule fois. Sinon, donc, on doit répéter la saisie jusqu'à trouver n supérieur à 1 et n inférieur ou égal à 50. Donc, pour cela, on doit mettre dans une boucle do while l'affichage d'un message donné la taille du tableau et la saisie avec scanf, donc adresse de n de format %d. Donc, pourquoi while n inférieur à 1 ou n supérieur à 50? On a dit, on va faire quoi? Ces deux instructions, l'affichage du message et la saisie du n, au moins une fois. La première fois, par exemple, si n inférieur à 1 ou bien n supérieur à 50, si on l'a saisit par exemple 0 ou bien moins 1, on va répéter la saisie jusqu'à donner une valeur donc supérieure ou égale à 1 et une valeur inférieure ou égale à 50. Après la saisie de la taille du tableau n, on va saisir les éléments du tableau. Donc, on va bien sûr utiliser la boucle for donc pour remplir le tableau élément par élément. Donc, for i égale à 0, i inférieur à n, donc de 0 jusqu'à n moins 1. On va faire quoi? On va répéter quoi? On va répéter bien sûr l'affichage d'un message donné l'élément T de I et la saisie de tab de I. Donc bien sûr on va saisir élément par élément. Mais il y a une condition que tab de I doit être supérieur ou égal à 0 et inférieur ou égal à 20. Donc de même, on doit mettre ces instructions, l'affichage du message et la saisie dans une boucle do while. Donc, on va faire quoi? Au moins une seule fois, la saisie de tab de i. Combien de fois? Jusqu'à trouver donc tab de i supérieur ou égal à 0 et tab de i inférieur ou égal à 20. Donc, si je donne tab de i inférieur à 0 ou tab de i supérieur à 20, je vais saisir jusqu'à trouver la condition d'arrêt. Après la saisie de la taille de tab et le remplissage du tableau tab, on va afficher les éléments du tableau donc à travers une boucle for. Donc on va itérer, parcourir donc le tableau à chaque itération de 0 jusqu'à n-1, on va afficher un message, donc tab %d, donc on met le format de l'indice, égal à quoi?
point de f, donc retour à la ligne avec un slash n, virgule i, virgule l'élément tab de i. Pourquoi on met % point de f? Tab de i est de type, donc note de type réel, donc float, f c'est float, point 2, c'est-à-dire on va afficher les deux chiffres après la virgule puisque c'est un nombre décimal. Donc, à chaque itération, on va afficher l'élément tab de i de type réel et on va afficher les deux chiffres après la virgule. C'est pour ça on met le format %.2f. Donc, après l'affichage des éléments du tableau, on va calculer, afficher la moyenne des notes. Comment on calcule la moyenne en général? Bien sûr, initialise la somme à 0. Donc, on a déjà dès le début déclaré la somme et on a initialisé à 0. Et puis, on doit parcourir le tableau élément par élément de 0 jusqu'à n-1. Et à chaque itération, on va ajouter dans la somme avec l'élément tab de i. Donc, S plus égale tab de i, c'est-à-dire S reçoit S plus tab de i. C'est-à-dire, à chaque itération, on va calculer, on va ajouter dans la somme l'élément donc actuel avec la somme déjà mise à jour. Donc, à chaque itération, on a fait la mise à jour de la somme et après toutes les itérations, l'exécution de toutes les itérations, on obtient la moyenne. Quelle est la formule de la moyenne? La moyenne, c'est la somme sur le nombre total d'éléments qui est n. Donc, float S divisé par n. Pourquoi on met float? Entre parenthèses, c'est le cast, le forçage de type. On fait une conversion de type explicitement. Donc, moyenne, reçoit float, le type c'est ici float, j'insiste sur le type, c'est-à-dire float, on fait le cast, le forçage de type, puisque la moyenne, ça doit être un float. Donc, on met somme divisé par le nombre total d'éléments du tableau, donc S sur N, et de cette façon, on a calculé la moyenne. Et il ne reste qu'afficher cette moyenne, donc avec un message, la moyenne des notes, point de f, c'est-à-dire c'est de type float, et on va afficher les deux chiffres après la virgule et le paramètre ou la variable moyenne. Après l'affichage de la moyenne, on va remplir les deux tableaux, donc avec les notes supérieures et inférieures à 10. Donc, on va parcourir le tableau tab avec une boucle for de 0 jusqu'à n-1. Et à chaque itération, on va tester si tab de i supérieur à 10 et si tab de i inférieur à 10. C'est pas else. On va tester sur les deux conditions. Bien sûr, si la condition n'est pas vérifiée, donc le programme n'exécute pas le bloc d'instruction. Donc, if tab de i supérieur à 10, qu'est-ce qu'on va faire? On va donc remplir le tableau tsup avec un autre indice qui s'appelle postsup, déjà initialisé à 0 dès le début. On va mettre quoi? L'élément tab de i qui est supérieur à 10. Et bien sûr, il faut incrémenter l'indice postsup++, donc on doit l'incrémenter pour qu'on peut passer à l'élément suivant du nouveau tableau tsup, et ainsi de suite. Donc, il y a une autre structure conditionnelle. If tab de i inférieur à 10, donc de même, on va traiter, on va remplir le troisième tableau T-inf de position ou d'indice pos-inf. Donc, on va remplir avec tab de i dans le cas où tab de i inférieur à 10. Et bien sûr, après le remplissage, on doit faire l'incrémentation de la position pos-inf, l'indice pos-inf, pour qu'on peut remplir la case suivante. Donc, ainsi de suite, à chaque itération, on doit voir est-ce que tab de i supérieur à 10 et tab de i, est-ce qu'il est inférieur à 10 pour remplir les deux tableaux de valeurs inférieures et supérieures ou bien supérieures et inférieures à 10.
Donc, il nous reste qu'afficher les nouveaux tableaux générés ou obtenus après la vérification qu'ils contiennent des valeurs supérieures ou inférieures à 10. Donc, on affiche un message tableau TSUP. Donc, on va, bien sûr, pour afficher les éléments par élément d'un tableau, il faut le parcourir de 0 jusqu'à la taille -1. Donc, c'est pour ça on va parcourir de 0 jusqu'à pose sup -1, puisque à la fin du remplissage, on obtient la taille c'est pose sup, donc pour tableau T-sup, et la taille pose inf pour tableau T-inf. Donc, c'est pour ça qu'on va parcourir de 0 jusqu'à pose sup -1. Donc, on va afficher bien sûr T-sup de i, les éléments à chaque itération, avec le format %.2f, puisqu'on va afficher un réel avec deux chiffres après la virgule. De même pour T1, on va le parcourir de 0 jusqu'à pose inf -1 et afficher les éléments T1 de i, de même qui est de type réel, float, et on va afficher les deux chiffres après la virgule. Passons à une autre activité, l'activité 3, qui consiste à écrire un programme qui remplit le tableau T d'entier par des valeurs entrées au clavier et affiche le tableau. Ce programme range ensuite les éléments du tableau T dans l'ordre inverse sans utilisation de tableau d'aide ou bien d'un tableau intermédiaire. Et à la fin, ce même programme, il doit afficher le tableau, bien sûr, résultant après l'inversement. La solution pour cette activité est comme suit. Donc, on va écrire notre programme principal dans le main. On va tout d'abord déclarer les données. Ici, on va déclarer un tableau de entier. On peut donner la taille maximale ici à 20 par exemple, et on déclare la taille, donc n, de compteur IJ, on va voir pourquoi, et une variable donc d'aide ou auxiliaire qui s'appelle aide. Ici, c'est pas un tableau d'aide, mais une variable intermédiaire. On va voir pourquoi on va l'utiliser. Donc, on va saisir la taille de T. Donc, on a dit pour la taille, puisque la taille maximale c'est 20, on ne peut pas dépasser cette valeur et bien sûr la taille d'un tableau, elle doit être supérieure ou égale à 1 et ne dépasse pas la valeur 20 puisqu'on a mis la taille maximale 20. Donc, on va saisir dans une boucle do while, donc on va faire l'écriture d'un message donner la taille du tableau et la saisie de la valeur de la taille n, donc avec scanf, donc au moins une fois, tant que donc n inférieur à 1 ou n supérieur à 20, on va répéter ces deux instructions jusqu'à trouver n supérieur à 1 et n inférieur ou égal à 20. Après la saisie de la taille de T, on saisit les éléments comme les autres activités donc de T. For i égale à 0, donc la condition i inférieure strictement à n, i++, donc on va écrire un message avec printf, donner l'élément d'indice i, et on va lire ou saisir l'élément à chaque itération T de i. Donc dans scanf, on donne l'adresse de TDI et à chaque itération, on doit faire ces deux instructions. Donc dans la boucle for jusqu'à n-1, de 0 jusqu'à n-1. L'affichage aussi, donc on affiche un message, par exemple tableau donné, et à chaque itération de 0 jusqu'à n-1, on va afficher T de i pour les éléments du tableau. La méthode pour inverser un tableau T. Donc, dans l'énoncé,
il nous dit l'énoncé qu'il ne faut pas utiliser un tableau intermédiaire ou un tableau d'aide. Mais comment on peut inverser les éléments sans utilisation d'un autre tableau? On peut, par exemple, si on pense à utiliser deux parcours, un parcours positif et un parcours négatif, c'est-à-dire un compteur i initialisé à 0 pour l'incrémentation et un compteur qui commence donc initialisé à n-1 pour la décrémentation. Donc, pour inverser par exemple la valeur t0 et la valeur t de n-1, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire la permutation. Donc, après, comment je peux aller au deuxième élément du parcours positif? Donc, avec l'incrémentation i++, et comment je peux passer de tn-1 à tn-2 avec j-. Donc, j'ai besoin de deux compteurs. Un compteur qui initialisé à 0, i égale à 0, et un deuxième compteur j initialisé à n-1, et la condition donc c'est i inférieur à j, c'est la condition pour passer toujours à l'itération suivante. Donc i++ à chaque fois s'incrémenter et j-, décrémente pour chaque itération. Donc, pour chaque itération, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, on va permuter t de i avec t de j. t de 0, par exemple, avec t de n-1, t de 1 avec t de n-2, etc. t de 2 avec tn-3, ainsi de suite jusqu'à i supérieur ou égal à j. Donc, à chaque itération, on va faire la permutation à travers une variable auxiliaire, comme on a vu de la permutation dans le chapitre précédent. Donc, on met dans aide la valeur de t de i, dans t de i, on met la valeur de t de j, et dans t de j, on met la valeur de aide, et de cette façon, on permute deux valeurs de t de i et t de j pour chaque itération. Après l'inversement du tableau, on doit afficher t après l'inversion. Donc, on affiche un simple message, tableau inversé, par exemple, et puis dans une boucle for, donc, on va donc afficher les éléments de t de i printf, donc %d, /n pour le retour à la ligne, t de 0, t de 1, ainsi de suite jusqu'à t de n-1. Et à la fin, return 0 et on ferme notre main. Et la dernière activité, on va écrire un programme en langage C qui donne donc deux tableaux A et B de dimensions respectives n et m triés par ordre croissant, et on va fusionner les éléments de A et B dans un troisième tableau fus trié par ordre croissant. La solution de cet exercice, donc, on va écrire dans notre programme principal. Donc, dans le corps, premièrement, on doit déclarer nos données. Donc, commençons par les tableaux et leurs dimensions, leur taille maximale. Donc, des tableaux de int, d'entier. Donc, on déclare A, un tableau d'entier, B un tableau d'entier et C un tableau d'entier. Les tailles maximales donc comme suit. Par exemple, on peut prendre pour A la taille maximale 50, pour B 50 et pour C 100. On déclare les tailles donc de A et B sont N et M de type entier, et on va déclarer les indices de A, de B et de C, donc IA, IB et IC de type entier. Après la déclaration des données, on doit saisir les données. Donc la première chose, on doit saisir la dimension du tableau A et la dimension du tableau B avec bien sûr les conditions qu'ils soient les tailles maximales donc ne dépassant pas 50 pour les deux, et bien évidemment supérieur ou égal à 1. Donc dans une
boucle répétée jusqu'à ou bien do while on C, on doit afficher un simple message et à chaque fois saisir la taille de n et la taille de m et bien sûr les conditions donc de while dans do while, c'est n inférieur à 1 ou n supérieur à 50 ou bien m inférieur à 1 ou bien m supérieur à 50. Donc on va répéter la saisie jusqu'à trouver n supérieur ou égal à 1 et n inférieur ou égal à 50 et m supérieur ou égal à 1 et m inférieur ou égal à 50. On va maintenant saisir les éléments de A dans l'ordre croissant et les éléments de B dans l'ordre croissant. Donc, on va afficher un simple message, par exemple, entrer les éléments de A dans l'ordre croissant et puis dans une boucle for, commençant par l'indice IA initialisé à 0, jusqu'à n-1, donc la condition c'est IA inférieure strictement à n. Et bien sûr, pour l'incrémentation automatique, on utilise l'indice IA++. Donc, pour chaque itération, on doit écrire un message élément de AIA, par exemple, A de %D, qui va donc afficher un message, l'élément de A0, A1, A2, etc. pour saisir la valeur de AIA. Donc scanf prend toujours le format et l'adresse de AI et de I ici, l'indice c'est IA. Donc pour chaque itération de 0 jusqu'à n-1. De même pour B, donc sauf ici l'indice ça devient IB, donc il commence par 0 jusqu'à n-1 ici, donc c'est pour ça la condition c'est IB inférieur strictement à n, et de même pour l'élément de B ici, donc et l'indice ça devient IB, et bien sûr pour la saisie on doit saisir la valeur B de IB. On va afficher le contenu des tableaux, bien sûr, avec for. Donc, on est habitué avec l'affichage, la saisie des données, ainsi de suite. Donc, de même que les autres exercices, sauf ici, l'indice devient IA pour le tableau A et l'indice devient IB pour le tableau IB. Et bien sûr, il faut respecter les tailles de A, c'est N, et la taille de B, c'est M, donc de 0 jusqu'à N-1 pour le tableau A et le parcours du tableau B de 0 jusqu'à M-1. Pour fusionner maintenant les éléments de A et B dans C, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, bien sûr, la fusion, c'est pour avoir un tableau dans l'ordre croissant aussi. Donc, on doit initialiser les indices IA, IB et C à 0 pour faire le parcours. Donc, et utiliser la boucle while ici. While, pourquoi? Parce que on ne sait pas le nombre d'itérations exactes. On va parcourir A et parcourir le B et comparer élément par élément un élément de A avec un élément de B. Si on trouve que l'élément de A est inférieur à l'élément de B, on va le mettre dans C et on incrémente les indices de C et de A. Sinon, c'est-à-dire l'élément de B est inférieur de l'élément de A, dans ce cas-là, on va mettre l'élément de B qui est inférieur de l'élément de A dans un élément dans la case du tableau C, et de cette façon, on parcourt bien sûr le deuxième élément de B, donc en incrémentant l'indice de C et l'indice de B. Pour cela, donc on utilise while. While quoi? Les conditions. Tant que on a des éléments dans A, c'est-à-dire IA inférieur strictement à N et IB strictement supérieur à N, c'est-à-dire on a encore des éléments dans A et on a encore des éléments de B. Qu'est-ce qu'on va faire? On va comparer élément par élément de A et de B. Donc, if A de
de IA inférieur à B de IB, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre dans CIC, donc dans le tableau C d'indice IC, l'élément AIA qui est le plus petit, et on va incrémenter C IC, c'est-à-dire l'indice de C et l'indice de A, donc IA++ et IC++. Else, c'est-à-dire si le BIB inférieur à AIA, dans ce cas-là, bien sûr, inférieur ou bien égal à AIA, on va mettre dans CIC l'élément BIB et on incrémente IC et IB. Il y a encore deux autres cas où il y a encore des éléments de A ou bien on a encore des éléments de B, c'est-à-dire si IA ou IB sont arrivés à la fin de leur tableau, qu'est-ce qu'on peut faire? On copie le reste du tableau A ou bien du tableau B dans l'autre tableau C. Donc, tant que IA inférieur à N, while IA inférieur à N, tant qu'on a encore des éléments dans A, et le B est fini, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut mettre directement A de IA dans CIC et on incrémente IC et on incrémente IA et on va voir l'élément suivant, ainsi de suite, jusqu'à IA supérieur ou égal à N, c'est-à-dire on n'a pas des éléments dans A. De même, si on a des éléments dans B encore, donc while IB inférieur à N, qu'est-ce qu'on peut faire? On va mettre BIB dans CIC, on incrémente le IC et on incrémente le IB, ainsi de suite jusqu'à le B se termine ou bien arrive à la fin. Donc à la fin, on doit afficher les éléments de C, donc for IC reçoit 0, jusqu'à quoi? Donc jusqu'à la taille de IC-1. Donc la condition c'est IC inférieure à N plus M. Pourquoi N plus M? C'est la fusion, donc c'est la taille de A plus la taille de B, donc IC inférieur à N plus M. Et bien sûr l'incrémentation de IC++, et on affiche l'élément par élément C de I de C. Et ainsi de suite jusqu'à la fin du tableau C. Une partie de ce cours qui consiste ou bien qui s'intéresse au tableau à deux dimensions ou bien matrice. Donc pour la déclaration et la syntaxe des tableaux à deux dimensions ou bien on dit encore matrice. Donc on déclare de cette façon. Le type, on doit préciser le type comme dans un tableau à une seule dimension. Le nom bien évidemment aussi. Et on va préciser deux dimensions, dim1 et dim2. Chacune est entre accolades, entre crochets. Donc le type c'est le type des éléments du tableau. Le nom c'est le nom du tableau. Et dim1 représente le nombre de lignes. Et dim2 représente le nombre de colonnes. Donc dans une matrice on a des lignes et des colonnes. La première dimension représente le nombre de lignes et les colonnes représentent, ou bien dimension 2 représente le nombre de colonnes. Exemple de déclaration, donc, puisque M ici c'est une matrice qui contient donc 3 lignes et 4 colonnes, donc la déclaration int, par exemple, si les éléments sont des entiers de ce tableau, int m, le nom c'est m, et on doit préciser la première dimension 3, c'est-à-dire 3 lignes de 0 jusqu'à 2. Donc c'est un tableau indicé sur les deux dimensions, donc 3 lignes et 4 colonnes, donc la deuxième dimension c'est 4. Une autre représentation ou bien un autre exemple de tableau à deux dimensions, donc soit le tableau à deux dimensions contenant 4 colonnes et 2 lignes. Donc on a deux parcours ou bien deux indices, indice I pour les lignes et indice J pour parcourir les colonnes. Donc une case IJ correspond à l'élément de la ligne I plus 1 et de la colonne J plus 1. Puisqu'on commence l'indice I de 0 donc jusqu'à
le nombre de lignes moins 1 et l'indice J représente donc le nombre, l'indice J représente donc les colonnes, le parcours des colonnes qui commence par 0 jusqu'à le nombre de colonnes moins 1. Donc, exemple, la case 1, 2 correspond à l'élément de la deuxième ligne et troisième colonne, puisqu'on commence par 0, donc toujours la case IJ représente la ligne ou bien l'élément à la ligne I plus 1 et la colonne J plus 1. Passons maintenant à la déclaration d'une matrice en algorithmique. Donc, si on veut utiliser le type tableau déjà déclaré avant, donc voilà la syntaxe en algorithmique et non pas en C. On écrit var, c'est-à-dire variable, donc deux points, le nom de tableau, par exemple M, donc le nom du tableau, deux points, c'est quoi le type donc de structure tableau, entre donc crochet, l'indice de ligne début, donc 0 par exemple, deux points jusqu'à l'indice de ligne fin, donc par exemple 50, etc., virgule, indice de colonne début, deux points, indice colonne fin, et on ferme les crochets de type, on met d'entier, de réel, ainsi de suite. Exemple, var de points, le nom du tableau c'est A, deux points, c'est un tableau, donc entre crochets, on va mettre le début et la fin de ligne, et le début et la fin de colonne est séparé par virgule. Donc on a 50 lignes et 30 colonnes ici. De 0 jusqu'à 49, les indices de ligne, et de 0 jusqu'à 29, les indices de colonne d'entier. Si on veut construire un nouveau type, c'est pas déclaré avant, on va le déclarer maintenant et on va donc utiliser après ce type-là. Donc, on écrit type, le nom du type, deux points, tableau. Donc, bien sûr, on va mettre l'indice ligne début, l'indice ligne fin et l'indice de colonne début et l'indice de colonne fin. Et deux types, donc d'entier, de réel, ainsi de suite. Et après, var, donc qui représente les variables, le nom du tableau, deux points, non type. Donc, pour construire un nouveau type, il faut déclarer le type et puis déclarer dans la partie variable ce tableau. Donc, ou bien le nom du tableau qui est de type donc déjà défini. Exemple, pour mieux comprendre, type, on va construire un nouveau type, donc type, tab, c'est un tableau, deux points, tableau de quoi, donc on va mettre les indices de lignes et des colonnes, d'entier, et après pour utiliser un ou plusieurs tableaux de type tab, donc on met var de points A, B par exemple, ou bien tous les tableaux qu'on va les utiliser à deux dimensions, donc A deux points tab. Si je veux utiliser B, virgule, A, virgule B, deux points tab. Passons maintenant à la déclaration d'une matrice au tableau à deux dimensions. On sait donc la syntaxe est comme suit. Donc on précise le type de données, donc int, float, etc. Long, double, le nom du tableau. Et entre crochets, donc la première dimension, le nombre de lignes, et la deuxième dimension, on met le nombre de colonnes, point virgule bien sûr. Et on passe aux exemples. Donc, le premier exemple déclare un tableau A de type entier, donc d'entier et de dimensions 50 et 30, c'est-à-dire comporte 50 lignes et 30 colonnes. Le deuxième exemple, c'est un tableau B, donc float B 20-20, c'est-à-dire on déclare un tableau de 20 lignes et 20 colonnes de type réel. Pour la manipulation des matrices au tableau à deux dimensions, on va commencer par l'accès aux éléments de ce type de tableau. Donc, les cases du tableau à deux dimensions sont accessibles via le nom du tableau, l'indice de la ligne et l'indice de la colonne. Donc, les indices de la ligne et de la colonne ne doivent pas dépasser, bien sûr, les intervalles déclarés. Donc, si on a
10 par exemple lignes et 10 colonnes, on ne peut pas dans l'accès aux éléments dépasser bien sûr les indices de 0 jusqu'à 9. Donc, en algorithmique, l'accès se fait de cette façon. Par exemple, le tableau s'appelle T, donc T de I, J, donc entre crochets I, J. En programmation C, avec le langage C, on écrit pour l'accès à un élément d'indice, donc d'indice de ligne I et d'indice de colonne J, T entre crochet I, entre crochet J, point virgule. Donc, T de IJ désigne la case de la ligne I plus 1 et de la colonne J plus 1 du tableau T. Donc, l'indice c'est I, mais la ligne c'est I plus 1, l'indice c'est J et la colonne J plus 1. Exemple. En algorithmique, donc, la déclaration est de cette façon. T2 points tableau, donc, de 10 lignes et donc, de 2 colonnes, donc de 0 jusqu'à 9 et de 0 jusqu'à 1 de réel. Si je veux accéder, donc, à un élément, par exemple, T2,1 entre crochets en programmation C, donc on déclare un tableau de réel float T, donc de 10 lignes entre crochet 10 et entre crochet deuxième crochet 2, donc 10 lignes et 2 colonnes. Si je veux accéder à un élément, par exemple, j'écris T2, 1. Par exemple, qu'est-ce qu'il représente T2, 1? Désigne ou représente la case de la ligne 3 et de la colonne 2 du tableau T, puisqu'on commence par 0 pour les deux indices. Dans la même partie de manipulation de matrice, on passe maintenant à la lecture et l'écriture des éléments donc de matrice, par exemple d'une matrice M d'ordre NB ligne fois NB de colonne. On utilise bien sûr les boucles. Donc comme dans un tableau à une seule dimension, on va utiliser la boucle for. Mais ici, ou bien en algorithmique boucle pour. Mais ici, on a deux parcours par ligne et parcours par colonne. Donc, on peut choisir le parcours ligne par ligne ou bien colonne par colonne. Donc, dans cet exemple, on va utiliser le parcours ligne par ligne. Donc, on va commencer par le parcours de ligne, bien sûr, pour chaque colonne. Donc, en algorithmique pour la lecture, on va utiliser deux boucles pour. La première c'est pour le parcours des lignes et le deuxième parcours, c'est le parcours de colonnes. C'est-à-dire pour chaque ligne, on va parcourir toutes les colonnes. Donc, pour I de 1 à NB ligue faire, puisqu'on commence par 1, donc on s'arrête au nombre de lignes. Et dans la boucle pour, on va utiliser une boucle imbriquée pour J de 1 à nombre de colonnes faire. C'est-à-dire, pour chaque itération, pour chaque ligne, on va itérer ou bien on va parcourir toutes les colonnes. Donc, on va écrire quoi? Entrer l'élément d'indice I et J. Donc, on va lire quoi? L'élément T, I, J. Donc, fin pour et fin pour. Donc, pour chaque ligne, on va parcourir toutes les colonnes et ainsi de suite pour chaque itération de ligne. En langage C, de la même manière, donc on utilise deux boucles for et on sait maintenant comment on manipule les boucles. Donc for I égale à 0 jusqu'à NB ligue moins 1, donc la condition c'est I inférieur à nombre de lignes. On va s'incrémenter donc I++. Et bien sûr le parcours de colonne for J, donc un autre compteur, donc pour les colonnes, J égale à 0 et la condition c'est J inférieur strictement à nombre de colonnes puisqu'on a commencé par 0 et bien sûr l'incrémentation, on n'oublie pas l'incrémentation du compteur J, donc J++. On va entrer l'élément d'indice donc I et J et on va lire avec scanf donc T de I, J.
De même pour l'écriture, on va utiliser deux boucles en algorithmique pour l'écriture de T et J, donc le parcours ligne par ligne, donc par ligne pour chaque colonne. De même, on sait donc deux boucles for pour l'affichage des éléments du tableau M, T, I, J. Donc, remarque pour les matrices, un tableau à deux dimensions peut être initialisé dès la déclaration comme un tableau à une seule dimension. Donc, les valeurs sont initialisées ligne par ligne de gauche à droite. Les composantes de chaque ligne du tableau sont comprises entre accolades. Pour améliorer la lisibilité des programmes, les composantes peuvent être indiquées sur plusieurs lignes. Exemple, pour mieux comprendre cette remarque, ou bien ces remarques. Exemple, float. On va déclarer un tableau qui s'appelle note de réel qui comporte deux lignes et deux colonnes. Donc, on va mettre ou bien initialiser directement les valeurs de note égale, donc reçoit, entre accolades, donc les deux lignes. Donc, la première ligne comporte les valeurs 12 et 13 et la deuxième ligne comporte 9 et 11. Ou bien écrire donc la même déclaration, mais pour l'initialisation, c'est sur deux lignes, c'est-à-dire on peut indiquer chaque ligne dans une ligne à part. Maintenant, une activité sur les matrices ou bien un tableau à deux dimensions. Donc, l'activité consiste à écrire un programme en C permettant, premièrement, la lecture et l'affichage d'une matrice M qui comporte 7 lignes et 5 colonnes. Deuxièmement, le calcul de la somme des éléments de M. Et à la fin, troisièmement, la recherche du maximum et minimum de la matrice M1. Nous allons corriger l'activité donc dans le corps de notre programme principal. La première chose est de déclarer les données. Donc ici, on doit déclarer premièrement une matrice M de 7 lignes et 5 colonnes de type entier. Donc int M entre les crochets 7 et 5. Et on va utiliser deux parcours, donc deux indices, int ij, donc i pour les lignes et j pour les colonnes. On va chercher la somme, le max et le min, donc on doit déclarer des variables pour la somme, pour le max et pour le min. Après la déclaration des données, on doit saisir la matrice M, donc on doit utiliser deux boucles for, donc for i de 0 jusqu'à 6, donc i inférieur strictement à 7. Et for j égale à 0, j inférieur strictement à 5. Et bien sûr, il faut incrémenter i++ et j++. C'est-à-dire, on va saisir les éléments de M pour ligne par ligne. Donc, si on fixe une ligne, on va donc saisir les données pour chaque colonne. Donc, par exemple, on fixe i est égal à 0 et on va donner pour chaque i égale à 0 tous les éléments de j est égal à 0, j est égal à 1, j est égal à 2, j est égal à 3, jusqu'à j est égal à 4. Donc, pour chaque ligne, on va traiter toutes les colonnes et ainsi de suite. Après, on retourne à la ligne suivante, traiter toutes les colonnes, ainsi de suite. Donc, on va donner l'élément d'indice ij, donc m %d, le %d pour le i, %d pour le j, et on va lire à travers scanf m, i, j. Bien sûr, on doit donner l'adresse. L'affichage de m de même en utilisant donc deux boucles, donc pour l'affichage des éléments m, i, j, donc ligne par ligne, pour chaque ligne, toutes les colonnes, on doit les afficher. Donc, on affiche M et J pour chaque ligne et bien sûr pour chaque colonne. Passons maintenant au calcul de la somme, le max et le min de M.
Commençons par la somme de m. Donc, pour calculer la somme, on doit l'initialiser la variable somme à 0, comme on a fait pour tableau à une seule dimension. Sauf ici, le parcours, c'est ligne par ligne et bien sûr, colonne par colonne. Donc, on doit utiliser deux boucles pour le parcours. Un parcours pour les indices de ligne et un parcours pour les colonnes. Donc, ce sont les mêmes boucles for de 0 jusqu'à 6 et 0 jusqu'à 4. Et à chaque fois du parcours, donc ligne par ligne, donc pour chaque ligne, on fixe une ligne. On fait le parcours de toutes les colonnes. Donc, pour chaque élément, pour chaque accès aux éléments, à un élément, on l'ajoute dans la somme. C'est pourquoi on met somme plus égale m et j. Donc, après, on retourne à la boucle interne pour l'élément de colonne suivante et ainsi de suite jusqu'à la fin de toutes les colonnes. On retourne pour fixer une autre ligne. I est égal à 1. On va traiter toutes les colonnes. On va les ajouter dans la somme, ainsi de suite, jusqu'à terminer toutes les itérations de lignes. Et à la fin, en sortant de la boucle for, on affiche la somme de m égale à %d, donc la variable somme. De même pour le max et le min, on initialise la valeur maximale et la valeur min au premier élément d'indice 0, 0, 0 pour ligne et 0 pour colonne, comme on a fait au niveau du tableau d'une seule dimension. Mais ici, on a deux dimensions. Donc, on suppose que le premier élément du tableau est le min et il est le max. Et puis, on va comparer la valeur de m et j par le max et le min. Si cette valeur est supérieure à max, dans ce cas, le max sera mis à jour par m et j. Si m et j est inférieur à min, dans ce cas-là, le min sera bien sûr mis à jour par l'élément m et j. Bien sûr, on doit utiliser deux boucles for. Donc, la première boucle pour le parcours de ligne, le deuxième parcours, la deuxième boucle, c'est pour le parcours de colonne. Donc, et bien sûr, on fixe au début la ligne, on traite toutes les colonnes, on accède donc à m et j, on va le comparer par max. Si cette valeur est supérieure à max, le max devient cette valeur. Si cette valeur est inférieure à min, le min devient cet élément m et j. Et ainsi de suite. On termine toutes les colonnes, on va fixer une autre ligne jusqu'à la fin des lignes. Et enfin, à la fin, en sortant de la boucle, c'est-à-dire le tableau est terminé, donc on affiche le max de m égale à %d et le min de m égale à %d, donc max et min. Donc, pour conclure, dans ce chapitre, nous avons défini et manipulé les tableaux unidimensionnels ou bien à une seule dimension ou dit encore vecteur, et aussi les tableaux à deux dimensions ou bien matrices. À la fin, j'espère que vous avez bien compris les tableaux, leur manipulation et à la prochaine séance.